Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Demain, 28 avril, c'est la journée de la sécurité et de la santé au travail. L'objectif de cette journée est de faire la promotion de la prévention des accidents et des maladies professionnelles à travers le monde. Vous suivrez la ministre du Travail à ce sujet dans ce 20h. Nous découvrirons également dans ce journal un nouvel instrument de musique. C'est une innovation d'un jeune batteur béninois. Au Tchad, des manifestations ont éclaté à l'appel de l'opposition et de la société civile pour pousser la junte militaire à la démission. En Birmanie, une des principales factions rebelles fait craindre un nouveau cycle d'affrontements. Bonsoir à tous et bienvenue au 20h. Pour sa réélection, le président Patrice Talon reçoit toujours les félicitations, non seulement des chefs d'État et de gouvernement, mais aussi d'autres institutions. Le Koweït s'est adonné à l'exercice. Marcel Arrossi. Son Altesse l'émir Cheikh Nawaf Al-Ahmed Al-Yaber Al-Sabah, émir de l'État du Koweït, félicite son Excellence Patrice Talon, président de la République du Bénin. Son Altesse l'émir exprime ses sincères félicitations à son Excellence pour sa victoire à l'élection présidentielle en tant que président de la République du Bénin pour un second mandat présidentiel. Il saisit l'occasion pour saluer les liens solides entre l'État du Koweït et la République du Bénin et affirme l'aspiration commune à poursuivre et consolider les relations entre les deux pays amis dans divers domaines. Son Altesse a souhaité d'une part à son Excellence plein succès et santé et d'autre part à la République du Bénin et son peuple ami progrès et prospérité. De même, le Conseil des ministres a salué les relations amicales entre l'État du Koweït et la République du Bénin et a affirmé l'aspiration commune à poursuivre et consolider les relations entre les deux pays amis dans divers domaines. L'Union progressiste au chevet des militaires blessés lors des violences électorales. Des responsables du parti leur ont rendu visite à l'hôpital d'instruction des armées. La délégation est conduite par Bruno Amoussou, le point de Patrick Dossou, Maxi Agbla et Bruno Roteko. Hôpital d'instruction des armées. Au pas de course, les membres influents de l'Union progressiste ont progressé vers le responsable des lieux, le directeur Félicien Runto, qui lui a permis de visiter les blessés. Une visite guidée où l'émotion était à son comble devant les traumatismes physiques et psychiques subis par les blessés, nullement solitaires. L'Union progressiste leur étant solidaire. Vous n'êtes pas seul, nous sommes là. Nous ferons en sorte que de telles situations ne se reproduisent plus. Personne ne peut souhaiter ça. Le souhait actuel, c'est le prompt rétablissement de ces défenseurs de la nation. On a beau dire qu'on est préparé parce qu'on a regardé à la télévision les reportages. Lorsqu'on vient sur le terrain ici et qu'on voit les traces, on voit les manifestations, on voit des personnes qui n'ont rien fait d'autre que de défendre leur pays, être dans la situation où nous les avons trouvés, on ne peut pas ne pas s'interroger sur le sens que chacun de nous donne au vivre ensemble,
le sens que chacun de nous donne au pacifisme, le sens que chacun de nous donne à la façon de régler les différends qui peuvent nous opposer. Vous vous souvenez sûrement que nous avons été aussi dans l'opposition, mais jamais ce que nous venons de voir n'a pu se produire parce que nous croyions profondément et nous continuons de croire que le dialogue, la discussion peut permettre de régler les problèmes et que l'extrême violence que nous venons de voir n'est pas la solution. Nous, à l'Union progressiste, nous continuerons d'œuvrer pour la résolution pacifique des problèmes. L'opposition comme la mouvance, nous sommes tous protégés par les forces de sécurité publique et de défense. Nous n'avons pas à nous en prendre à eux. Plus jamais ça. C'est sous ce slogan que la délégation de l'Union progressiste est repartie de cette visite humanitaire. Dans le reste de l'actualité, il y a eu signature d'accords de coopération entre le Fonds africain de garantie et de coopération économique FAGAS et l'institution italienne Export Trading Corporation. À travers cet accord, les deux structures veulent contribuer à l'amélioration des performances des petites et moyennes entreprises. Osenia Delike, Petroni Lokoso. Cette signature d'accord entre le Fonds africain de garantie et de coopération économique et l'institution italienne Export Trading and Cooperation va permettre à ces deux organisations de mettre en commun leurs compétences, leur savoir-faire et leurs moyens financiers pour la promotion des initiatives entrepreneuriales en Afrique. Cette signature revêt un intérêt particulier pour le Fonds car elle consacre en réalité la volonté manifestée des deux institutions depuis plusieurs années, mais qui n'a pu se concrétiser en son temps. Ce protocole d'accord scelle l'engagement formel entre nos deux organisations à travailler ensemble pour améliorer les performances des petites et moyennes entreprises africaines et ce faisant, des hommes et des femmes qui vivent dans les pays d'intervention de nos deux institutions. Ce protocole d'accord est fondé sur des principes et objectifs partagés et s'appuie sur des mécanismes. Cet accord s'appuie sur des mécanismes tels que le partage des portefeuilles de projets, la structuration des projets d'investissement, l'analyse technique et financière des projets d'investissement, le partage des risques de contrepartie, le renforcement des capacités, l'organisation des conférences et séminaires pour mettre nos clients au même niveau d'information, c'est-à-dire nos clients africains et nos clients européens. Nous avons pu écouter en fait tous les éléments qui sont à la base de notre partenariat, la coopération, le partage des risques, l'analyse technique, les transferts de compétences et de capacités. On fera de ça la base, les piliers pour notre coopération. Ce nouveau partenariat vient renforcer le dynamisme du FAGAS qui se met en avant-garde de l'innovation à travers des programmes d'assistance technique et des formations continues pour le financement des initiatives de développement en Afrique. Sachez, mesdames et messieurs, que le Conseil national du dialogue social est en session extraordinaire depuis hier. Objectif, analyser plusieurs dossiers au titre de l'année 2021. Je vous propose de suivre le président du CNDS à l'ouverture de la session au micro de Axel Dancy et de Evaris Saumon. Le bureau exécutif national du CNDS vous convie à cette session extraordinaire qui va examiner des dossiers liés à la mise en œuvre de notre plan annuel de travail au titre de l'année en cours. Il s'agit essentiellement de l'étude et l'adoption de la répartition des propositions d'amélioration aux tests fondamentaux du CNDS. L'étude et l'adoption des thèmes de référence de l'atelier sur la mise en œuvre des recommandations de l'étude relative à la promotion des conventions collectives de travail de branche. L'étude et l'adoption des thèmes de référence de l'atelier de réflexion sur le thème
le dialogue social au service d'une fiscalité de développement, la migration de l'économie informelle vers l'économie formelle. À ce niveau plus particulièrement, il s'agit de satisfaire à l'une des recommandations de l'atelier de réflexion organisé du 23 au 25 octobre 2019 sur la fiscalité de développement, qui a conclu que cet objectif ne peut être atteint sans tenir compte de l'équité sociale et de l'élargissement de la base fiscale, qui ne saurait être réalisé que par un dialogue social franc et constructif avec les acteurs du secteur. Nous aurons à étudier le projet de thème de référence dont la réalisation bénéficiera de l'appui financier de notre partenaire, la CNV internationale. Je vous l'annonçais dans les titres. Le 28 avril de chaque année, la communauté internationale célèbre la journée de la sécurité et de la santé au travail. Cette journée vise à promouvoir la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles. À l'occasion, la ministre du Travail et de la Fonction publique s'est adressée aux employeurs et aux travailleurs du Bénin. Adidatou Matis est au micro de Blaise Adanko et de Mathieu Sokeno. Le thème retenu cette année par l'Organisation internationale du travail OIT est « Anticiper, se préparer et répondre aux crises ». Investir maintenant dans des systèmes de sécurité et de santé au travail résilients. Ce thème s'inscrit bien dans le contexte sanitaire mondial actuel. En effet, la pandémie de la COVID-19 a conduit les gouvernements, les employeurs, les travailleurs et l'ensemble de la population à relever des défis sans précédent liés aux manifestations du virus SARS-CoV-2 et à ses nombreuses conséquences néfastes sur le monde du travail. C'est ainsi que l'adoption de nouvelles modalités de travail, telles que le télétravail, offre de nombreuses facilités aux travailleurs, mais il s'accompagne de risques potentiels en matière de sécurité et santé au travail, notamment des risques psychosociaux tels que le stress. C'est pourquoi le thème retenu recommande la mise en œuvre des stratégies de renforcement des systèmes nationaux de sécurité et de santé au travail, visant à accroître la résilience pour faire face aux crises actuelles et futures, en mettant à profit les leçons tirées et l'expérience acquise dans le monde du travail. Je profite de l'occasion pour lancer un appel à tous les employeurs de tous les secteurs d'activité de notre pays, afin qu'ils s'investissent davantage dans l'installation des systèmes de sécurité et de santé au travail résilients, dans l'optique de limiter et de prévenir la propagation aussi bien de la COVID-19 que de toute autre affection pathologique sur les lieux de travail. Pour ce faire, il est important pour les employeurs, d'une part, d'inventorier les risques liés au travail dans leurs entreprises, ainsi que les actions de prévention existantes, et d'autre part, de réfléchir aux nouvelles mesures à déployer et de les mettre en œuvre. Pour l'atteinte de ces objectifs, il nous revient, chacun à son niveau, gouvernement, chefs d'entreprise, syndicats, travailleurs, de jouer pleinement sa partition pour le bien-être de tout un chacun sur les lieux de travail. À Parakou, l'examen du certificat de qualification au métier a démarré hier. Près de 1500 candidats planchent dans 5 centres de composition pour 40 métiers. Le lancement officiel des épreuves a eu lieu à la prison civile de Parakou où 20 détenus prennent part à cet examen. Olviga Messon, Dorcastito. Vous voyez que c'est bien scellé, non?
1330 candidats, dont près de la moitié de sexe féminin, planchent dans 6 centres de composition pour l'obtention du certificat de qualification au métier. La particularité de cette édition 2021 est la participation de 21 candidats, pensionnaires de la prison civile de Parakou, à cet examen. Ils ont été formés en effet depuis plusieurs mois au tissage, à la couture et à la coiffure homme. Je voudrais, par cette intervention, demander à mes amis détenus que c'est ce qu'ils ont l'habitude de faire ici qu'on va leur demander. Il n'est pas à paniquer. Il n'y a pas à paniquer. Il faut faire ce que vous savez faire et le succès suivra. La particularité de cet examen organisé cette année à Parakou est marquée par les différents faits. L'insertion de 2 nouvelles filières, en l'occurrence l'énergie renouvelable et le métier de boulanger. Aux candidats, je vous prie de ne pas paniquer. Les épreuves sont à votre portée et on ne vous demandera que ce que vous avez appris. Je vous souhaite une bonne chance et ayez du courage. Actuellement, lorsque vous aurez votre diplôme et que vous allez quitter cet établissement, vous serez utile à la population et utile à vous-même. Vous n'allez plus revenir ici, c'est notre souhait. Des métiers d'avenir qui cadrent avec la vision du gouvernement de faire de la formation professionnelle un levier de développement. Ce n'est qu'à travers la formation au métier qu'on va pouvoir former des citoyens aptes à faire face aux exigences d'un marché du travail de plus en plus difficile. Blaise Pascal disait, la meilleure chose dans la vie d'un être humain, c'est le choix d'un métier. Chers détenus, vous avez bien su faire de choisir un métier. Et à la sortie d'ici, ce métier va vous permettre de prendre en charge vos familles et de contribuer au développement de la nation béninoise. La délégation a ensuite mis le cap sur les autres centres de composition pour constater le bon déroulement de l'examen. Un examen organisé dans le respect strict des gestes barrières compte tenu du contexte sanitaire actuel marqué par la pandémie du Covid-19. Parlons à présent de la première édition du concours d'orthographe GPL sans faute qui a pris fin ce week-end. Les meilleurs élèves et étudiants identifiés au cours de la compétition ont été primés. Plus de 600 candidats ont préparé à ce concours. Stanislas Lenkman, Axel Dancy et Bernard Chopé. Le champion du concours d'orthographe GPL sans faute, le voici. Auriol Mauriac, Dossa 11, à cette phase du jeu, inverse l'ordre, surprend ses adversaires. L'étudiant en administration générale et territoriale emballe l'assistance à chaque passage par la justesse de l'orthographe, des mots qu'il épelle au jury. Je suis content d'avoir gagné la première place. Et bon, je dirais que les autres n'ont pas démérité également. Il y avait certains mots que je ne connaissais pas. Mais grâce à ce concours maintenant, j'ai pu maîtriser l'orthographe de ces mots, la définition, l'origine, la nature, ainsi que l'utilisation dans une phrase. Ursula, la seule élève à avoir atteint le carré d'axe, constitué de 4 candidats dont 3 étudiants, brille aussi par ses talents mais occupe la 3e place à l'arrivée. En quelque sorte, j'ai été déçue parce que je pouvais mieux faire selon moi. Et je suis aussi contente parce que parmi les étudiants, je suis la seule élève à avoir atteint la phase finale. À cette finale, ils sont 7 élèves à rivaliser avec 4 étudiants. Blessed, élève en classe de 6e, fait partie des finalistes. Elle chute après le premier tour de cette phase, pourtant ne s'avoue pas être vaincue. Je suis déçue, mais je me battrai, je me bagarrerai et j'apprendrai pour gagner les éditions prochaines. Près de 700 candidats ont commencé ce choc des cerveaux en décembre 2020. Aujourd'hui, le comité d'organisation du concours se félicite d'avoir relevé le défi. Je peux dire que l'objectif est atteint parce que à l'intérieur, il n'y avait pas que les 11 finalistes. Donc cela ne pénalise aucunement les élèves. Ça montre que nous ne sommes pas là pour forcément les prix, mais pour apprendre.
Le concours d'orthographe J'épelle sans faute est à sa première édition. Sa particularité, élèves et étudiants subissent la même épreuve. En page culture, découvrons ce nouvel instrument de musique fabriqué à partir d'autres ingrédients de percussion. Son nom, Djego. C'est une innovation d'un jeune batteur béninois, Patrick Dossou. Voici le Djego. Il se joue avec les mains ouvertes et les poings fermés. Et voilà son concepteur, Samuel Agossou, alias Sam Debord. Sam Debord parce que, vous savez, dans la musique, il y a le métronome qui intervient. Donc du coup, je suis le métronome dans l'orchestre. Donc du coup, Sam Debord. Et c'est comme ça que c'est parti, parce que c'est moi qui contrôle le métronome, c'est moi qui donne le tempo. Et le nouveau tempo, c'est le Djego. Djego, on a eu assez d'expérience en matière de percussion. On s'est inspiré de l'agriculture pour pouvoir donner une touche particulière. La touche particulière, ce sont les perles Dje et la calebasse Go, ce qui donne naissance au Djego. Djego est constitué de l'arbre qui s'appelle le calebassier. C'est un arbre qui donne ses fruits comme tout arbre. Ces fruits sont des calebasses, donc du coup nous on a réfléchi. On a trouvé une formule batterie tropicalisée. Vous avez le son de la grosse caisse et le son de la caisse claire. Le point fermé donne le son de la grosse caisse qui marque souvent les temps forts. Les mains ouvertes donnent les sonorités de la caisse claire. Et autour de ça, il y a des greffages. C'est-à-dire, je me suis créé un charleston. C'est toujours le calebassier. Et la plus petite calebasse au niveau de mon pied gauche, c'est ça qui représente mon charleston. La charleston, élément de la batterie, est un instrument de percussion idiophone composé habituellement d'une paire de cymbales accrochées à un pied à pédale, utile pour battre aussi le temps et marquer le tempo. Ça me permet de battre le temps, ça me permet de faire le tempo comme je sens quoi. Quand tu as le tempo, tu peux faire tout ce que tu veux, tu t'amuses là-dessus. Mais tout ça, il faut vraiment travailler ça. Il y a une coordination entre le corps et l'instrument. Une coordination du corps qui fait du Djego un instrument de gymnastique énergique et énergétique, tonique et thérapeutique. Djego thérapeutique pour éliminer le stress en jouant simplement. Du stress à la détresse financière, juste un pas que Djego empêche de faire en étant un instrument à la fois économique et artistique. Djego est un objet d'art pour la décoration. Aller de la décoration au décor, c'est aussi aller de l'économie à l'écologie. Djego est écologique pour préserver la culture africaine. La culture ici, tant culturelle que culturelle. Voilà donc un instrument qui retourne à la création en y prenant calebasse et perles pour revenir à la créativité en y faisant la recréation de la récréation. Le Djego, un instrument musical originel et original. Hors du Bénin au Tchad, des manifestations ont éclaté à l'appel de l'opposition et de la société civile pour pousser la junte militaire à la démission en Birmanie, une des principales factions rebelles très virulentes contre la junte depuis le coup d'État, s'est emparée d'une base militaire. Pendant ce temps, en Inde, une cargaison de respirateurs et de concentrateurs d'oxygène en provenance du Royaume-Uni est déchargée. Le récit de Marcela Rossi. En début de matinée, des traces noires de pneus brûlés jonchaient le goudron pendant que d'autres brûlaient encore. Des détonations de gaz lacrymogène résonnaient çà et là. L'opposition et la société civile accusent la France de vouloir imposer aux Tchadiens une nouvelle dictature militaire. Mais avec la plus grande fermeté, Emmanuel Macron condamne la répression dans laquelle au moins 2 personnes ont été tuées. Je veux être ici très clair. J'ai apporté mon soutien à l'intégrité et la stabilité du Tchad très clairement
à N'Djamena. Je suis pour une transition pacifique, démocratique, inclusive. Je ne suis pas pour un plan de succession. Les tensions entre les militaires et certains des nombreux groupes ethniques de Birmanie sont intensifiées depuis le putsch du 1er février. Fin mars, la faction s'était déjà emparée d'une base militaire, tuant 10 soldats. Plus de 750 civils sont tombés sous les balles de la police et de l'armée ces 3 derniers mois, d'après l'association d'assistance aux prisonniers politiques. Lundi soir seulement, un commerçant a été touché par un tir mortel à la poitrine. L'aide internationale d'urgence a commencé ce mardi matin à parvenir à l'Inde submergée par une vague épidémique d'une gravité sans précédent depuis le début de la crise mondiale, au moment où le Brésil, autre pays parmi les plus touchés, s'est opposé à l'importation du vaccin russe Sputnik V. Épicentre de la pandémie de coronavirus depuis plusieurs jours, avec un variant indien encore mal identifié, le pays le plus peuplé de la planète après la Chine enregistre quotidiennement de nouveaux records. Lundi, il a fait état d'un record mondial de 352 991 nouvelles contaminations et un record national de 2812 décès, entraînant la première aide internationale d'ampleur depuis le début de la crise sanitaire. Les personnels de santé et les familles de malades de tous âges sont désespérément en quête d'oxygène, de respirateurs, de lits, de civières. La situation en Inde est plus que déchirante, a résumé lundi le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé qui a fourni des équipements essentiels au pays de plus d'1 milliard d'habitants. La première cargaison d'aide médicale britannique, contenant notamment 100 ventilateurs et 95 concentrateurs d'oxygène, a atterri ce mardi matin à Delhi. Au total, 9 conteneurs avec 495 concentrateurs d'oxygène, 140 respirateurs seront envoyés cette semaine, selon le Haut Commissariat britannique à New Delhi. D'ici la fin de la semaine, la France aura envoyé 8 unités de production d'oxygène et des conteneurs d'oxygène permettant d'alimenter jusqu'à 10 000 patients sur une journée, ainsi que du matériel médical spécialisé contenant 28 respirateurs, selon l'ambassade de France. Les États-Unis se sont, eux, engagés à envoyer des composants pour la production de vaccins, des équipements de protection, des tests à diagnostic rapide ou encore des respirateurs. L'Union européenne a promis de fournir, via son mécanisme européen de protection civile, une assistance à l'Inde. La chancelière allemande Angela Merkel a aussi annoncé une aide d'urgence, de même que l'Australie. Un immense nuage de sable apocalyptique qui dévore habitations, immeubles et usines. Cet impressionnant phénomène météo a été observé en Chine, dans la province du Gansu, provoquant pollution et accidents de la route. Ces tempêtes de sable sont fréquentes dans la partie nord du pays au printemps. L'impressionnante nuée jaune observée ce dimanche dans le comté de l'Aisne a été immortalisée depuis le ciel, donnant la mesure de l'événement. La télévision nationale CCTV a fait état de plusieurs accidents dus à la mauvaise visibilité. Les météorologues ont appelé les habitants à rester chez eux, fenêtres fermées, d'autres phénomènes similaires étant prévus mardi. Les tempêtes de sable qui surviennent dans le pays sont souvent originaires du désert de Gobi, immense étendue sableuse répartie entre la Chine et la Mongolie. En mars, l'une d'elles avait atteint Pékin, la plus forte depuis une décennie, a frappé la capitale. Le ciel était devenu jaune, la pollution atmosphérique avait bondi et les compagnies aériennes contraintes d'annuler des centaines de vols. Pour enrayer ces tempêtes, les autorités reboisent depuis plusieurs décennies les zones périphériques des déserts afin de créer une grande muraille verte destinée à bloquer le sable. Béninoises, Béninois, la Covid-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la Covid-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois,
Rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi.